Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un poème de Pierre de Ronsard intitulé « Ah, longue nuit d'hiver de ma vie bourrelle » et publié dans le recueil intitulé « Dernier vers » qui est publié en 1586. Il s'agit donc d'un recueil posthume puisque Ronsard est mort un an avant, à 61 ans. Il est mort malade, en particulier souffrant de crises de gouttes qui le faisaient extrêmement souffrir, et c'est une thématique que l'on va retrouver dans ce poème. Pierre de Ronsard est surnommé le prince des poètes, mais c'est surtout le poète du prince, en l'occurrence le poète de François Ier, et à ce titre il fait partie, avec la Pléiade, de l'ensemble des poètes qui vont avoir pour mission royale de revaloriser la langue française. En particulier, Ronsard va participer à l'émergence en France du sonnet, qui est une forme héritée d'Italie, et la démocratisation de cette forme à travers les nombreux recueils qu'il va publier pour diffuser cette langue française. Je passe ainsi à la lecture de mon poème. Ah, longue nuit d'hiver de ma vie bourrelle, donnez-moi patience et me laissez dormir. Votre nom seulement, essuyer et frémir, me fait par tout le corps, tant vous m'êtes cruel. Le sommeil, tant soit peu, n'évente de ses ailes mes yeux toujours ouverts, et ne puis affermir paupière sur paupière, et ne fait que gémir, souffrant comme Ixion des peines éternelles. Dans ce texte, nous l'avons dit, nous pouvons retrouver des symptômes de la maladie qui va marquer Ronsard dans la fin de sa vie. Ces symptômes de maladie, que l'on voit à travers notamment le lexique de la souffrance, va venir interroger sur les doubles sens que nous pourrions trouver à la thématique de la nuit d'hiver et à la thématique du sommeil, qui pourrait ainsi être entendue en sileps. Il serait à la fin de sa vie et il attendrait un sommeil éternel. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante. En quoi la mort devient-elle ici désirable ? Pour traiter cette question, je découperai mon texte en 3 parties. Une première qui sera le premier quatrain dans lequel nous aurons cette fameuse sileps autour du mot hiver. La deuxième dans laquelle nous aurons la sileps sur le sommeil dans le deuxième quatrain. Et enfin la résolution de ces 2 sileps et l'appel final à la mort dans les 2 tercets ensemble. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une exclamation « Ah », une exclamation lyrique qui va montrer la force de son émotion. En l'occurrence, ici, son émotion est une émotion de souffrance, comme nous le montre le dernier mot du vers, bourrelle, qui est le féminin de bourreau. Ce mot complète les nuits d'hiver, ce sont donc ces nuits qui le torturent et qui torturent sa vie. Immédiatement, on peut voir que l'ordre syntaxique est bousculé, puisque normalement on devrait avoir longue nuit d'hiver bourrelle de ma vie, et cette fois-ci, eh bien, le complément de l'adjectif est placé avant l'adjectif, ce qui va donner une illusion de chiasme, qui est une figure de style qui va avoir pour mission de montrer l'enfermement. Nous sommes donc dans une période de temps, l'hiver, dans laquelle tout semble endormi, ce qui est renforcé par la nuit. L'hiver, la nature entière est endormie, tout dort, sauf lui. Et c'est ainsi qu'il va donner un ordre à ces nuits de le laisser tranquille, un ordre qui va se traduire par 2 impératifs, donnez-moi et me laissez dormir. 2 impératifs qui sont intéressants puisque par rapport à la place du complément, on retrouve à nouveau un chiasme. Donnez-moi, me laisser. Donc cette figure de chiasme va être là pour matérialiser toujours cet enfermement. La perturbation syntaxique que nous observions déjà dès le premier vers va se retrouver dans les vers 3 et 4 qu'il faudrait lire dans l'ordre « Votre nom seulement me fait par tout le corps essuyer et frémir, tant vous m'êtes cruel ». Le fait de perturber comme ça cet ordre pourrait modéliser le fait qu'il se tourne et se retourne dans son lit, de la même manière que le lecteur est forcé à tourner et retourner le sens des phrases du fait de la syntaxe. On pourrait noter le paradoxe, essuyer et frémir. Suer, a priori, c'est lorsqu'il ferait trop chaud. Frémir, c'est donc frissonner, ce serait lorsqu'il ferait trop froid. Mais ces 2 sensations paradoxales se résolvent dans le fait que finalement, l'émotion, pour l'instant, liée à ces nuits, est celle de la peur. Peur qui va être matérialisée par la cruauté finale de ce quatrain. Tant vous m'êtes cruel. Cruauté qui va placer le sujet, Ronsard, en place de COD, ici le M'. Dernier élément sur ce quatrain, eh bien, c'est précisément la structure des rimes qui renforce les chiasmes que nous avions déjà vus, puisque nous avons des rimes embrassées, et ces rimes embrassantes, qui sont des rimes féminines, font référence aux nuits, qui sont elles aussi féminines. Donc le personnage est enlacé, enserré, broyé presque,
par ces rimes. Je passe ainsi à ma deuxième partie. Il s'agit maintenant de faire un focus privilégié sur le sommeil, sur lequel commence le quatrain. Ici, il s'agit d'une allégorie, puisque le sommeil est doté d'ailes, mais du coup, il faudrait s'agir de définir de quel oiseau il retourne. En l'occurrence, il serait un oiseau nocturne, et les oiseaux nocturnes sont très souvent des oiseaux de proie, ce qui va confirmer encore le fait qu'il est justement la proie de cette torture-là. La vision allégorique va se voir renforcée par l'utilisation du subjonctif, soit le fait que le sommeil tarde à venir va venir aussi se modéliser à travers les enjambements qui vont caractériser tout ce quatrain. On passe du vers 5 au vers 6, le sommeil tant soit peu n'évente de ses ailes, mes yeux toujours ouverts, puis du vers 6 au vers 7, et ne puis affermir paupière sur paupière. Donc ici, on va vraiment avoir cette modélisation, cette représentation dans la structure des vers du fait qu'il tarde à dormir. On a toujours cette idée de torture qui va apparaître à travers l'adverbe de temps, toujours, mes yeux toujours ouverts, et à travers les négations, ne puis affermir, ne fait que gémir, et on retrouve ici un parallélisme de construction qui est renforcé par la répétition paupière sur paupière, et qui va venir ici montrer toujours cet enfermement du personnage. Nous aurions premièrement ne puis affermir paupière, puis paupière ne fait que gémir. On retrouve ici toujours une figure du chiasme. Cette souffrance va être explicitée à travers le participe présent, souffrant, qui montre l'actualité de sa souffrance, mais aussi à travers la comparaison, à travers l'adverbe comme ixion, et évidemment l'identification des peines éternelles. Ixion, du coup, est une figure mythologique qui va être condamnée au supplice de la roue pour l'éternité sur une roue enflammée. À travers cette référence à la flamme, on pourrait retrouver les tortures, les souffrances spécifiques de la goutte, maladie de Ronsard. Dernier élément, toujours, nous retrouvons ces rimes embrassées, des rimes féminines qui viennent embrasser des rimes masculines, et cette fois-ci, ce seraient des peines dont on parle, puisque c'est lui le mot féminin dans ce cas-là. Donc ce seraient les peines qui l'enserrent, la souffrance qui l'enferme. Le sommeil, du coup, deviendrait progressivement, à travers la référence à ixion, un sommeil éternel, un sommeil duquel on ne reviendrait pas. Et c'est ainsi que je passe à ma troisième et dernière partie, qui s'ouvre toujours sur un balancement entre deux périphrases utilisées en parallélisme, vieille ombre de la terre, un soit l'ombre de l'enfer, qui vont identifier d'une part le locuteur, Ronsard, et le personnage mythique auquel il s'est comparé juste avant, Ixion. À travers ce balancement, on observe finalement une disparition progressive de soi, puisque Ronsard n'existe plus, il n'y a même plus de je, et il va s'identifier entièrement à sa souffrance. Il n'est plus que souffrance. L'adjectif antéposé, vieille, va venir confirmer l'hypothèse que nous avions posée sur l'hiver de ma vie comme dernière partie de la vie proche de la mort. À travers l'image de la torture infernale, tu m'as ouvert les yeux d'une chaîne de fer, on imaginerait bien des crochets dans les paupières qui le retiennent de fermer les yeux. Nous avons aussi comme une révélation, tu m'as ouvert les yeux, je prends conscience de, et cette prise de conscience, eh bien finalement c'est la prise de conscience d'une solution à sa souffrance qui viendra dans le tercet suivant. Ici, on va multiplier justement les éléments de souffrance, la chaîne de fer, le verbe consumer qui fait référence aussi à la roue enflammée d'ixion, et le fait d'être navré de 1000 pointes, c'est-à-dire d'être blessé par 1000 piqûres. Là encore, toujours les symptômes de la goutte. Ici, on va retrouver encore caché un chiasme, puisque dans l'expression « tu m'as ouvert les yeux », on peut faire référence au vers 6, « mes yeux toujours ouverts », et cette fois-ci, eh bien, le nom « yeux » et l'adjectif « ouvert » ont changé de place. Nous avons toujours ce chiasme qui l'enferme dans sa souffrance, mais nous avons cette fameuse prise de conscience, cette révélation, qui aboutit au vers 12 à une supplication, là encore à l'impératif, « pour chasser mes douleurs, amène-moi la mort ». Le mot mort rime ici avec le mot confort, comme si les deux étant identifiés l'un à l'autre. Il s'agirait, pour sortir de la souffrance, de mourir, simplement. Et le fait d'aboutir progressivement à cette solution serait montré par le retour de l'exclamation « A », qui était ligne 1 et que l'on retrouve ligne 13. A, mort, double périphrase, le port commun, des hommes le confort, et on retrouve à nouveau dans cette double périphrase
un chiasme, puisque commun complète port et des hommes complète confort. Donc nous avons bien mot complété, mot complétant, mot complétant, mot complété. On termine sur une prière effective. L'impératif du vers 12 va s'expliciter « Je t'en prie à main jointe », faisant finalement de la mort une déesse. Et en définitive, la mort, mot féminin, serait éventuellement seul référent de ces rimes féminines. La prise de conscience est la suivante. Ce qui l'enserre, ce n'est pas finalement l'hiver, ce n'est pas finalement le sommeil, mais c'est bel et bien la mort qui se rapproche. En quoi la mort devient-elle ici désirable ? On a observé une progression thématique à l'intérieur du poème. Le début du poème montre simplement un désir de sommeil. La fin du poème montre un désir de sommeil éternel. On passe d'un personnage qui voudrait dormir à un personnage qui voudrait mourir. Cette incertitude, elle est entretenue principalement par le travail de la syleps qui a fondé notre plan. Syleps qui va rentrer en synergie avec le travail de la syntaxe d'une part, mais aussi de la périphrase, des parallélismes et surtout des chiasmes qui vont venir modéliser cette emprise de la mort dont on prend progressivement conscience. En définitive, le désir dans ce poème avance caché. Et finalement, la révélation du narrateur est aussi une prise de conscience du lecteur. C'est une prise de conscience que la mort est le seul remède à la souffrance. On pourrait ramener ce texte à l'ensemble des poèmes du recueil Dernier vers de Ronsard, qui tournent tous autour de cette approche de la mort, soit parce qu'elle est crainte, soit parce qu'elle est désirée. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de l'expression de la négation dans le deuxième quatrain. Traditionnellement, on distingue la négation lexicale, qui procède par préfixation, avec donc un préfixe négatif par rapport à un mot de quelque nature qu'il soit, et la négation syntaxique, qui repose sur l'ajout d'éléments dans la phrase, en l'occurrence 2 éléments qui encadrent le verbe, ces 2 éléments étant toujours un élément avant le verbe « ne » qui est désigné sous le nom de discordantiel et un élément après le verbe qui peut varier et qui est désigné sous le nom de forclusif. C'est l'étude de ce forclusif qui nous permettra de définir la portée de cette négation. Dans notre quatrain, nous n'avons aucun préfixe négatif, nous n'avons donc que des négations syntaxiques. Je commencerai par la plus évidente, elle est au vers 7 et ne fait que gémir. Ici nous avons bien un discordantiel, ne, et un forclusif, que, qui encadre le verbe conjugué faire. Ici, on est dans un cas extrêmement classique et l'identification du forclusif nous permet d'établir que la négation, dans ce cas, est exceptive. Cas un petit peu plus compliqué, il est au vers précédent et ne puis affermir. Ici, nous avons bel et bien un discordantiel, ne, présent avant le verbe pouvoir, conjugué à la première personne. Simplement, il n'y a aucun forclusif. Nous avons plusieurs possibilités d'interprétation par rapport à cela. Premièrement, éventuellement, le niveau de langage, qui pourrait être valide ici, et deuxièmement, et peut-être plus valide encore, cela étant simplement dû à la versification, puisque supprimer ce forclusif évident, en l'occurrence ce serait pas, indiquant une négation totale, permet d'économiser une syllabe, et donc bien de constituer un alexandrin. Dernier cas, plus problématique encore, il se situe au vers 5. Le sommeil tant soit peu n'évente de ses ailes. Ici, nous avons bel et bien quelque chose qui ressemblerait à un discordantiel, le N', donc ne devant initiale vocalique, et nous n'avons aucun forclusif, comme c'était le cas de l'occurrence précédente. Simplement ici, le sens de la proposition est bel et bien positif. En réalité, ici, il s'agirait d'un ne explétif qui est utilisé en soutien du mode subjonctif qui vient d'être utilisé à travers le verbe être, tant soit peu. Ici, il n'a donc pas un sens négatif et il n'est pas discordantiel.